Bienvenue à tous, c'est un réel plaisir de partager avec vous ces quelques expériences. Donc on est effectivement 3 chercheurs du laboratoire physique et études des matériaux. On travaille tous les 3 sur des nanoparticules. Alors on va vous expliquer au fur et à mesure ce que sont ces matériaux. Et puis on avait envie de vous partager avec vous ce soir les petites propriétés des particules d'or en particulier. Vous allez voir que elles peuvent prendre différentes couleurs en fonction de leur taille, de leur géométrie, et des propriétés parfois assez étonnantes. Donc vous connaissez tous la couleur de l'or sous forme de lingots. J'ai sorti quelques photos de ma collection personnelle ici, je n'ai pas pu les amener ce soir. Mais... donc l'or habituellement a cette couleur jaune, caractéristique. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que la plupart des autres métaux ils ont plutôt une couleur argentée, comme ça. Alors, il n'y a que le cuivre, finalement, quasiment, comme métal, comme autre métal, qui n'est pas cette couleur un petit peu argentée. Et c'est la raison derrière ça est assez subtile, comme vous allez le voir. En fait, pour comprendre la couleur que l'on perçoit d'un matériau, il faut s'intéresser au spectre de la lumière qui est réfléchi par ce matériau. Donc pour ça, on peut tracer par exemple pour l'aluminium. Ici, on voit que la réflectivité de l'aluminium, elle est très très forte, elle est quasiment à 100%, quelle que soit la longueur d'onde avec laquelle on éclaire le matériau. Donc, y compris dans le domaine du visible, c'est l'aluminium, la feuille de papier alu qu'on a à la maison, va réfléchir aussi bien les longueurs d'onde de la lumière qui correspondent à du bleu, que celles qui correspondent au vert, que celles qui correspondent au rouge. Alors, si on regarde, donc on a cet aspect un petit peu de lumière blanche qui nous revient de l'échantillon. Si on regarde maintenant l'argent, pourquoi l'argent plus particulièrement? C'est parce que l'argent, il est situé juste au-dessus de l'or dans le tableau périodique des éléments. Et comme vous savez peut-être, des éléments qui sont dans la même colonne du tableau périodique, ils partagent des propriétés électroniques ensemble. Et donc, en particulier, si on regarde le spectre de réflexion de l'argent, on voit que l'argent reflète assez efficacement aussi toutes les longueurs d'onde du visible, donc c'est pour ça qu'on voit toujours cette lumière argentée. Et puis, il y a un petit creux dans l'ultraviolet, ici, qui correspond au passage d'un électron du dernier niveau électronique complètement plein de l'argent jusqu'à la place disponible dans le niveau d'au-dessus. Alors, l'or, il devrait avoir aussi, puisqu'il se situe dans la même colonne du tableau périodique, il devrait avoir exactement les mêmes propriétés de transition électronique et donc aussi avoir un pic ici d'absorption dans l'ultraviolet, donc il devrait aussi avoir cette couleur argentée. Et pourtant, ce n'est pas le cas. En fait, il a ce pic, on voit qu'il est toujours là, mais il est décalé dans les longueurs d'onde du visible. Alors pourquoi est-ce qu'il est décalé comme ça? En fait, l'atome d'argent, il est constitué d'un noyau atomique qui possède 47 charges positives et d'électrons qui orbitent autour de ce noyau, donc 47 électrons. L'or, il est beaucoup plus lourd comme atome, il possède 79 charges positives, c'est un des atomes naturels les plus lourds possibles. Et donc, ces électrons, il y a 79 électrons qui orbitent autour de ce noyau atomique. Ils interagissent avec une charge électrique du noyau qui est extrêmement forte, qui est extrêmement grande. Et donc, quand ils arrivent à proximité du noyau, en tournant autour, ils sont accélérés à des vitesses très importantes. En fait, ils sont accélérés tellement fort par ce noyau chargé très positivement que leur vitesse maximale dans le noyau est de plus de la moitié de la vitesse de la lumière. Alors comme vous savez peut-être, quand on atteint des vitesses qui sont proches de celles de la lumière, il y a des effets qui ont été décrits entre autres par ce monsieur Einstein, qui disent que les propriétés de la matière commencent à changer, les masses commencent à changer, notamment la masse de l'électron, elle varie à l'intérieur de l'atome d'or, suivant sa vitesse, elle peut augmenter de près de 20%. Et ce changement de masse, finalement, il va se répercuter sur la position des niveaux électroniques de l'atome d'or, et il va resserrer ici ces niveaux électroniques, ce qui fait que ça va coûter moins d'énergie
à l'électron du dernier niveau électronique pour atteindre le suivant, et ça va décaler ici cette transition de l'ultraviolet vers le visible. Donc dans ce lingot d'or, ici, la couleur, elle vient de propriétés qui sont liées à la relativité générale. Alors je vous assure, on va arrêter là les aspects très théoriques et la relativité générale pour s'intéresser à des propriétés un petit peu plus visibles et puis à des expériences. Et notamment, on va s'intéresser à la couleur que prend l'or quand on va le préparer, non pas sous forme de gros lingots macroscopiques, mais quand on va le préparer sous forme de nanoparticules. Donc, nano, c'est un terme qui veut dire 1 milliardième. Donc, ça veut dire en gros des particules qui ont une taille qui est de l'ordre de quelques milliardièmes de mètre. Donc, le premier cas de nanoparticules d'or qu'on connaisse dans l'histoire de l'humanité, c'est une courbe qui est assez célèbre parmi les gens qui font des nanoparticules d'or, parce qu'on prend tout le temps cet exemple-là quand on présente les particules d'or. C'est la courbe de Lycurgue, elle date de l'Antiquité romaine, du IVe siècle après Jésus-Christ. Elle est exposée actuellement au British Museum. Alors on pense que les orfèvres qui ont créé cette coupe n'ont pas vraiment fait exprès de créer des nanoparticules d'or, parce que c'est le seul exemple connu, le seul exemple qu'on ait retrouvé de coupes qui contiennent un verre avec des nanoparticules d'or incrustées dedans. Et on voit que si on éclaire cette coupe par devant, on a une couleur verte. Par contre, si on place une source de lumière à l'intérieur et qu'on regarde la lumière qui est transmise à travers cette coupe, alors cette coupe prend un aspect rouge. Et cette couleur rouge, on va le voir grâce aux expériences qu'on va faire ce soir, elle est due à la présence de particules d'or, entre autres, dans ce verre. Alors il n'y a pas que de l'or en l'occurrence, il y a un petit peu d'argent et de cuivre, mais c'est principalement dû à la présence de particules d'or. Donc ce soir, on va vous montrer que des particules d'or peuvent prendre une couleur rouge, qu'elles peuvent prendre aussi une couleur bleue, selon la forme, et puis on va voir des effets de géométrie, et puis on va vous montrer que ça peut servir à beaucoup de choses. Ça peut servir à essayer de guérir le cancer, par exemple. Ça peut servir à prédire, à vous indiquer si vous êtes enceinte ou pas. Donc ça a vraiment des applications dans la vie de tous les jours. Voilà, je vais passer la parole à Nicolas, à Manon, pardon, qui va faire la première expérience. On ne va pas du tout parler d'or massif de couleur dorée, l'or que vous connaissez tous dans vos bijoux par exemple. On va parler de nanoparticules. Et pour qu'on puisse tous parler de la même chose et qu'on puisse tous comprendre ce que c'est, on va commencer tout de suite par une synthèse de nanoparticules. Donc, ce qu'on va faire... Hop. C'est qu'on va déjà expliquer quels sont les composés qui sont nécessaires pour faire une synthèse de nanoparticules. Donc ici, on a juste une bouteille en plastique. Il y a de l'eau distillée à l'intérieur, dans laquelle on va faire la réaction. Hop. On va avoir besoin, pour faire des nanoparticules d'or, d'un précurseur d'or. Donc ici, c'est de l'or sous forme d'une molécule inorganique. C'est du HAUCl4, de l'acide chloroaurique. Donc ça, ici, c'est de l'or, mais qui n'est pas sous forme de nanoparticules, qui est vraiment sous forme moléculaire. Et l'or, ici, il est au degré d'oxydation plus 3. Donc c'est comme s'il était sous forme ionique or 3+. Et cet or, qui est sous forme d'or 3+, degré d'oxydation plus 3, on va être obligé de le réduire pour le passer au degré d'oxydation 0, qui sera le précurseur de nos particules, de nos nanoparticules. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un réducteur très fort qui va donner des électrons pour pouvoir faire passer l'or 3+ à l'or 0. Et on va également avoir besoin d'un stabilisant, qui est une molécule organique qui viendra se coller, s'absorber sur la surface de nanoparticules pour pouvoir bloquer la croissance, pour pouvoir stabiliser les particules sous forme nanométrique, pour qu'elles restent ensuite de taille nanométrique et qu'elles ne grossissent pas encore plus, pour qu'elles ne deviennent pas de taille micrométrique, millimétrique, pour qu'elles restent bien de taille nanométrique. Donc on va commencer l'expérience. Alors, on va commencer par prélever... Alors on va commencer d'abord par mettre des gants, comme tout chimiste. Hop. Alors je mets des gants ici parce que le réducteur qu'on va utiliser est un petit peu corrosif et du coup je me protège les mains. Donc on va commencer par prélever 1 millilitre de notre précurseur d'or. Hop.
Donc je prélève 1 ml de notre précurseur d'or moléculaire. Ensuite, je vais ajouter le stabilisant. J'ajoute 2 ml du stabilisant, qui est, j'ai oublié de le dire, du citrate de sodium. Donc c'est un triacide carboxylique déprotoné, pour les chimistes dans la salle. Et ensuite, j'ajoute au dernier moment le réducteur, parce que c'est une réaction qui va être très rapide, donc ça va se passer immédiatement. Et là, notre réducteur, je ne sais pas si vous pouvez le voir ou pas, mais c'est une petite poudre qui est dans un petit Eppendorf, qui n'est pas encore en solution, parce que c'est un réducteur qui est extrêmement fort. Donc si je l'avais déjà préparé en solution aqueuse, en fait, il aurait complètement réagi pour réduire l'eau et former du dihydrogène. Du coup, je le prépare au dernier moment pour qu'il reste du réducteur pour réduire l'or 3 en or 0. Est-ce que tu veux bien m'ouvrir l'eau ? Hop. Je dissous le réducteur dans l'eau et là, rapidement, avant qu'il n'ait le temps de réduire l'eau, je l'ajoute dans ma solution. Et là, on voit directement apparition d'une couleur rouge qui est due donc à la formation de nanoparticules qui est quasiment instantanée. Et ces nanoparticules, là, on les laisse s'agiter encore pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Elles vont se former, être stabilisées avec notre citrate de sodium, notre stabilisant, et elles vont finalement... Et elles vont finalement se stabiliser jusqu'à arriver à un équilibre thermodynamique où elles prendront plutôt cette couleur rouge rubis qui est vraiment caractéristique des nanoparticules d'or. Alors, si maintenant on essaye de comprendre un petit peu cette synthèse, est-ce qu'on peut revenir sur la présentation ? Merci. Alors, au cours de cette synthèse, du coup, ce qu'on a fait, la première étape, c'était une réduction donc, de l'or moléculaire qui était au degré d'oxydation 3. On l'a réduit avec du NaBH4 pour obtenir de l'or 0. Ici, l'or 0, c'est toujours pas un solide. C'est toujours de l'or 0 en solution qui va être formé au fur et à mesure de la réduction jusqu'à ce qu'il y ait une très grande quantité de cet or 0, jusqu'à une concentration de saturation où, à un moment, d'un seul coup, une étape va se produire qui est l'étape de nucléation où d'un seul coup on va former des petits germes qui sont des petits germes, cette fois-ci les premiers solides qui sont formés, qui sont des petits germes de 1 à 2 nanomètres de plein d'atomes d'or au degré d'oxydation 0. Donc ça c'est la première étape, c'est une étape de nucléation. On forme des petits germes aussi appelés nucléi. Et la deuxième étape c'est une étape de croissance où cette fois-ci chaque nucléi va grossir pour avoir une taille un peu plus grande et se stabiliser grâce à notre stabilisant ici, qui est le citrate de sodium qui est adsorbé à la surface de la nanoparticule. Donc ces nanoparticules, comme l'a dit Thomas, c'est des particules qui sont vraiment petites, de l'ordre du nanomètre. Un nanomètre, comme l'a dit Thomas, c'est 1 milliardième de mètre, ou alors c'est 1 millionième de millimètre, donc c'est vraiment tout petit, tout petit. C'est tellement petit qu'on ne peut même pas les voir avec un microscope optique classique, parce qu'en fait c'est beaucoup plus petit que la longueur d'onde du visible. La longueur d'onde du visible, c'est entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, là c'est vraiment beaucoup plus petit. Du coup, on est obligé de les voir avec un microscope électronique. Et ici, on peut voir une image qui a été faite au laboratoire de cette synthèse-ci de nanoparticules d'or, qui est un microscope électronique en transmission, où là, on peut voir des tailles qui sont beaucoup plus petites, des tailles de l'ordre du nanomètre. On peut voir que l'échelle ici, c'est 10 nanomètres. Donc là, on a fait une synthèse de nanoparticules d'or qui sont d'une taille d'environ 5 nanomètres. Et en fait, des nanoparticules qui font 5 nanomètres, c'est environ 4000 atomes d'or par nanoparticule. Et en fait, cette synthèse qu'on vient de faire, c'est pas du tout nouveau. Depuis une trentaine d'années environ, maintenant, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les nanoparticules d'or pour des applications vraiment nouvelles et intéressantes, comme a discuté Thomas tout à l'heure. Mais en fait, les synthèses de nanoparticules d'or, c'est pas du tout nouveau. Et par exemple, Monsieur Faraday, en 1856, il a fait l'une des premières synthèses colloïdales. Alors, je n'ai pas expliqué ce que c'était qu'une synthèse colloïdale. Une synthèse colloïdale, c'est quand on a des solides en solution. Donc là, c'est exactement ça qu'on a. On a formé des petits solides en solution, donc on a fait une synthèse colloïdale inorganique.
Et donc, M. Faraday, en 1856, il avait déjà fait des synthèses colloïdales de nanoparticules d'or. Je ne sais pas si vous voyez ici, on a exactement la même coloration rouge que ce qu'on a, nous, dans notre bouteille. Et en fait, cette synthèse-là, elle date de plus de 150 ans, mais elle est toujours présente et toujours sous forme de coloration rouge. Et elle est présente à Londres, dans le Faraday Museum. Et donc, elle a toujours cette couleur rouge. Ça veut dire que les nanoparticules, elles sont vraiment très, très stables, même dans le temps. Alors maintenant, on pourrait essayer de se demander pourquoi est-ce que ces particules, elles sont rouges, parce que c'est la question. C'était avec du citrate aussi, oui, il me semble. Donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'elles sont rouges, parce que c'est la question que tout le monde se pose depuis le début. En fait, ces particules qui sont vraiment, vraiment petites par rapport à la longueur d'onde divisible vont, sous l'effet d'un champ électromagnétique, donc une onde lumineuse, avoir des électrons à leur surface qui vont osciller, dû à ces ondes électromagnétiques. Et en fonction du type de métaux, de la taille de la nanoparticule, mais également de la forme, ces oscillations d'électrons à la surface vont avoir des fréquences propres. Et si jamais on éclaire la nanoparticule avec un rayonnement électromagnétique qui est pile à la fréquence propre de ces oscillations, on va avoir un phénomène de résonance très grand qui est appelé un phénomène de résonance plasmonique, ou placement de surface pour les nanoparticules d'or. Et en fait, avec des nanoparticules métalliques, il n'y a qu'avec l'or, l'argent et le cuivre où ces effets de résonance plasmonique sont dans le visible. C'est pourquoi, ici, on peut voir les couleurs rouges. Et alors, si jamais on fait un spectre d'absorbance de notre solution ici, de notre solution rouge, si on fait un spectre d'absorbance dans toute la gamme du visible, donc de 400 à 800 nanomètres, ce qu'on observe, c'est que d'abord, on n'a pas d'absorbance à 800 nanomètres, ni à 700, ni à 600, un peu plus. Et ici, on a une très forte absorbance de nanoparticules, parce que justement, quand l'onde lumineuse incidente est à la fréquence de résonance de ces oscillations, les particules d'or vont absorber toute cette onde lumineuse, et donc il va y avoir un fort pic d'absorbance qui est appelé donc la bande de résonance plasmonique des particules d'or. Et donc ces particules d'or, on peut voir qu'elles absorbent énormément autour de 520 nanomètres. Donc 520 nanomètres, ça correspond au vert. Et elles absorbent aussi ici dans le bleu. Donc si elles absorbent la lumière dans le vert et dans le bleu, elles vont paraître la couleur complémentaire. Donc nous, on va les voir rouges, comme ce qu'on voit ici. Et alors, juste une dernière petite chose qui est très intéressante sur les nanoparticules d'or, c'est que... est-ce qu'on peut juste remettre ici ? Si jamais... Si jamais on compare ces deux tubes, on a ici à droite, oui, à ce côté, à ma droite, on a du sirop de cassis dans lequel il y a un colorant rouge, et à ma gauche, on a des nanoparticules d'or. Et ce qu'on peut voir, c'est que ces particules, elles sont à peu près de la même intensité de rouge. Et d'ailleurs, si on regarde leur spectre d'absorbance, excusez-moi, mais je veux bien qu'on revienne cette fois-ci au PowerPoint. Si on regarde leur spectre d'absorbance, elles ont la même absorbance aussi. Et en fait, dans ces deux tubes, il y a c'est à peu près la même absorbance, la même intensité d'absorbance. Nous aussi, avec les yeux, on le voit à peu près rouge de la même façon. Et en fait, entre ces deux tubes, il y a un facteur 37 000 de différence de concentration. Nos nanoparticules, elles sont 37 000 fois moins concentrées que les molécules organiques pour une même absorbance. Donc ça veut dire que les nanoparticules d'or, elles ont un pouvoir absorbant qui est vraiment énorme, qui est 37 000 fois plus que ce colorant rouge dans du sirop de cassis. Très bien, bon, nous allons faire une deuxième expérience où en fait j'ai pris 2 tubes de synthèse d'or et puis dans un des tubes, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une solution de sel, du sel de cuisine, NaCl. Alors, mon NaCl, il est où? Alors, c'était... Excusez-moi, il faut que je tourne ma... Le sel, il est là. Donc c'est un peu plus concentré que l'eau de mer, mais bon, pas tellement plus. Voilà. Et vous voyez qu'il y a un changement de couleur immédiat. Je vais le remuer un petit peu. C'est devenu un peu gris. Pourquoi? Ah.
Alors je vous promets, NaCl ne peut pas oxyder ou réduire l'or, il ne se passe rien de chimique. En fait, ce qui se passe, on va le voir si on regarde le transparent d'après. Voilà, cette photo, où on a fait de la microscopie à transmission avant l'ajout de sel à gauche et après l'ajout de sel à droite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé une agglomération, c'est-à-dire qu'en fait, je vais vous l'expliquer après pourquoi, en rajoutant du sel, les particules d'or ont commencé à se coller entre elles. Et alors pourquoi ça change de couleur? Parce que, justement, comme les particules sont connectées électroniquement, on a des effets de résonance plasmon interparticules qui compliquent énormément la résonance. Et quand on regarde le spectre d'absorbance, on a quelque chose, vous voyez maintenant, qui est très plat vers le rouge. C'est la courbe rouge que vous voyez ici. Donc, c'est ça, ce changement de couleur. Donc, en fait, ce changement de couleur, c'est simplement que là, les particules qui étaient bien dispersées sont maintenant agglomérées. Alors, on peut essayer d'expliquer pourquoi avec les mains. Ce qui se passe, c'est que des particules solides en solution sont soumises à de l'agitation thermique et sont soumises à des forces soit répulsives, soit attractives. Alors, il y a déjà des forces attractives qu'on appelle des forces de Van der Waals, qui sont des forces à très courte portée, quand les particules sont très proches. Ce qui se passe, c'est qu'en surface de solide, vous avez des mouvements électroniques très rapides qui créent des dipôles. Et ces dipôles peuvent se parler et donc créer des interactions. Donc c'est ce qu'on appelle les interactions Van der Waals qui existent pour tout le monde, pour toute particule en suspension. Par contre, maintenant, vous allez avoir des forces répulsives. Et là, ce qui se passe, c'est que, comme vous a expliqué Manon, les particules, en fait, sont couvertes d'ions citrates. Et citrates, en fait, c'est des carboxylates. Donc, en fait, au pH de 7 ici, à peu près, c'est, en fait, chargé négativement. Donc, en fait, c'est comme si vos particules d'or étaient chargées d'ions négatifs. Et comme elles sont toutes chargées d'ions négatifs, elles se repoussent électrostatiquement, moins se repoussent. Donc, en fait, on a un équilibre, quand on ne met pas de sel, où les particules se repoussent et la répulsion l'emporte sur l'effet de Van der Waals. Et on va dire que la dispersion, elle est stable. Par contre, quand on rajoute du sel dans la solution, en fait, le sel va écranter ces charges. Parce que autour de ma particule qui est chargée négativement, l'ion sodium que j'ai rajouté va être attiré. Et donc, l'autre particule autour, elle va avoir une charge plus faible. Et donc, globalement, l'électrostatique va être tuée. Et donc, Van der Waals va l'emporter et on va agglomérer. Et ça, c'est un phénomène classique, que ça soit dans l'or, que ça soit dans énormément de choses. Si vous voulez déstabiliser une suspension, il faut rajouter du sel. Mais je vais vous montrer, par une autre maintenant, un jeu d'expérience, qu'on peut lutter contre ça. Donc, ce qu'on va faire, dans une autre expérience, je vais renlever mes tubes. Bon, je vais laisser on peut laisser le bleu, là, voilà. On va prendre d'autres tubes. Il m'en faut 4. Et on va rajouter une protéine. Alors cette protéine, elle est prise un peu au hasard. On va dire qu'on a pris une protéine qui n'est pas trop chère. Et on va en rajouter des quantités variables entre, on pourrait marquer dessus, tiens d'ailleurs, ou non, on va se rappeler que je vais en rajouter très peu ici, et plus je vais aller vers ma droite à moi, plus je vais en rajouter. Donc dans le premier tube, je vais rajouter 2 microlitres, donc très faible quantité, de cette protéine qui est à, bon, c'est pas très grave, elle est à une quantité de 1 gramme par litre. Donc très faible quantité, puis plus ça va aller, plus je vais en rajouter. Donc je tourne mes... Donc là, on ne va rien voir au niveau couleur. Donc là, hop, 2 microlitres. Ouais, alors c'est pas beaucoup, ça fait une goutte. Voilà. OK. Je remets le bouchon pour remuer. Voilà. Tac. Dans le deuxième, j'en mets, si je me rappelle bien, je prends mon anti-sèche, je vais en mettre 5.
Dans le troisième, je vais aller à 15. Excusez-moi, c'est un petit peu long. Et dans le dernier, on va carrément changer de propipette, on va aller à 150. Voilà. OK, j'ai mis ma protéine et puis je vais recommencer mon test d'ajout de sel. Donc je vais rajouter dans tous les pots du sel, la même quantité que dans ma première expérience. Donc c'était 200 microlitres. Alors le sel, où est-ce que j'ai mis le sel? Il est ici. Voilà. Maintenant, je remue. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais en gros, avec peu de protéines, j'ai presque la couleur grise que j'avais quand j'en avais pas mis. Et puis, plus j'en mets, plus je retrouve, en fait, mon rouge initial. C'est-à-dire que je peux, au moins sans avoir compris ce qui se passe, dire que quand je mets beaucoup de protéines, j'ai une suspension colloïdale qui est stable. J'ai évité l'agrégation quand je mets des protéines, quand j'en mets un certain nombre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, en fait, tout ça, ça a été le travail de ce monsieur-là, qui est sur cette photo, qui s'appelle Monsieur De Gene, qui a beaucoup travaillé sur ces problèmes de conformation, beaucoup travaillé sur les problèmes de conformation de polymères, sur des particules ou ailleurs d'ailleurs. Et pour moi, cette protéine que j'ai utilisée, c'est un polymère qui est dans l'eau. Elle a quelques charges, donc on sait qu'elle s'absorbe sur les particules d'or. Donc elle s'absorbe. Et comme ce polymère, cette protéine, elle est extrêmement bien dans l'eau, en fait, elle peut bouger. C'est comme un spaghetti, il peut bouger. Donc elle est libre de bouger. Et si j'ai mes deux particules qui s'approchent, qui sont recouvertes de cette protéine, quand elles vont s'approcher, en fait, vous allez perdre des degrés de liberté de ce polymère. C'est ce qu'on appelle une perte d'entropie. Et ça, c'est défavorable. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est grâce à cette protéine qui est en surface de cette particule d'or, je vais stabiliser ma suspension et je vais éviter que Van der Waals l'emporte. Et ceci, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est indépendant de la quantité de sel que j'ai rajouté. C'est-à-dire que le problème électrostatique n'est plus un problème à ce niveau-là. Et ces problèmes que l'on montre, parce que ça fait des jolies couleurs, c'est des problèmes très classiques dans les cosmétiques, etc. Tous les problèmes de suspension de colloïdes, on essaye, par exemple, de les stabiliser en greffant des polymères en surface des particules. D'accord? On peut voir sur une expérience de thème, donc si je ne mets pas de protéines, c'est agrégé. Donc ça, c'est le résultat après l'ajout de sel. Vous voyez que plus, là, avec un peu de protéines, je vois que c'est quand même collé, il y a quelques agrégations, puis plus j'en mets, plus les particules sont isolées. Alors attention, là, pour faire ces photos-là, on a été obligé de sécher, enlever le solvant. D'accord? Et vous voyez que ce changement de couleur, en gros, il est à peu près entre, disons, allez, quelque part par là, on retrouve à peu près une suspension claire. Et quand on fait un petit calcul, tout bête, on s'aperçoit que la quantité de protéines qu'on a mise, c'est à peu près la quantité qui suffit à recouvrir toute la surface des particules. Donc on a un bon ordre de grandeur pour expliquer le passage où la suspension est très claire. Sur ces expériences-là, je vous montre... Ah ben on ne l'a pas mis, mais c'est pas grave. Voilà. Donc j'ai fini, et puis je passe la parole à Manon,
qui va vous faire une autre expérience. Alors, tac. On va faire une autre expérience qui est cette fois-ci une utilisation des nanoparticules d'or que vous avez peut-être déjà rencontré, certainement, qui est en fait l'utilisation des nanoparticules d'or dans les tests de grossesse. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait des tests de grossesse. Il en existe différents types. Il existe des tests de grossesse qui font 1 ou 2 bandes rouges en fonction de si la femme est enceinte ou pas enceinte. Et bien en fait, ces bandes rouges, dans ces tests de grossesse, ce sont des nanoparticules d'or. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse le test et qu'ensuite on essaye de comprendre comment ça marche. Donc, hop, je décale un petit peu. Dans notre laboratoire, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est enceinte. Et du coup, elle a bien voulu nous donner un échantillon. Hop, on va se mettre là, pourquoi pas. Un échantillon, donc on a un échantillon d'urine d'une femme enceinte et un échantillon d'urine d'une femme qui n'est pas enceinte. Donc on va faire 2 tests de grossesse pour pouvoir voir les différences. Alors, hop. Hop. Ouais. Hop. Alors, on va faire premier test. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir quelque chose à la caméra. Donc, quand on fait un test de grossesse, pour vous messieurs, si vous ne savez pas comment ça marche, il faut d'abord asperger la partie du bas pendant quelques secondes. Donc, comme on fait ici. Je ne sais pas si ça se voit. Donc, pour l'instant, on asperge, il ne se passe rien du tout. Et une fois qu'on a bien aspergé, on patiente. Et pendant qu'on patiente, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc là déjà, j'ai trop aspergé et j'ai pas eu le temps de parler, mais on va du coup regarder ce qui se passe. Je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Si j'arrête de bouger, on voit qu'on a une solution rose qui commence à migrer. Ben en fait, cette solution rose, c'est une solution de nanoparticules d'or. Et donc, on va regarder ce qui se passe jusqu'à la fin et ensuite on essaiera d'expliquer ce qui se passe. Là, je ne sais pas si j'arrête de trembler, ça ira mieux. On arrivera à voir une première bande ici de particules d'or qui s'est arrêtée sur une bande, donc on a une couleur rosée qui est plus concentrée. Et si on attend encore un peu, peut-être qu'on arrive déjà un peu à le distinguer, je ne sais pas si vous le voyez, moi je commence à le voir, l'apparition d'une deuxième bande un peu plus basse aussi, présente mais moins concentrée. Donc pendant que ça finit de bien migrer, on va faire le deuxième test. Hop, tac, pour pouvoir voir la différence. Tac. En fait, ce qu'on fait quand on fait un test de grossesse, c'est qu'on va doser la présence ou l'absence d'une hormone qui est présente uniquement chez les femmes enceintes. Cette hormone, c'est l'HCG. Et cette hormone, elle est présente très rapidement à partir de la conception de l'embryon, dès la présence de l'embryon, directement, dès la présence de l'embryon, l'embryon va sécréter l'HCG qui va ensuite se retrouver dans le sang de la maman, puis qui va être filtré et va se retrouver dans les urines. Et cette concentration en HCG, elle va doubler tous les 2 jours que la femme est enceinte. Et donc, l'objectif, c'est de réussir à détecter très précocement la présence de cette hormone pour pouvoir vendre des tests de grossesse qui sont fiables très rapidement après l'absence des règles. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir une coloration rose, donc 2 bandes roses, quand il y a un minimum de protéines HCG. Et avec les nanoparticules, c'est possible. Donc là, je vous montre juste les résultats. Je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce que vous arrivez à voir qu'ici, il y a bien 2 bandes et ici, une seule bande? Oui. Donc ici, on a bien une femme enceinte et ici, une femme qui n'est pas enceinte. Donc maintenant, on va essayer de voir ce qui se passe en regardant la présentation PowerPoint. Alors, on a représenté ici le test de grossesse vu du dessus et ici le test de grossesse vu de côté. En fait, le test de grossesse, c'est plusieurs feuilles de papier absorbant. La première, c'est la feuille sur laquelle il va y avoir l'urine qui va être déposée, donc c'est principalement de l'eau et
présence éventuellement de cette hormone, l'hormone HCG, qui va être déposée sur cette première bande. Ensuite, il va y avoir migration du liquide jusqu'à une deuxième bande. Et sur cette deuxième bande, il y a des nanoparticules d'or qui sont préalablement couplées avec un anticorps qui est un anticorps anti-HCG. Donc s'il y a présence d'HCG, l'HCG va aller hop, sur l'anticorps qui est lui-même greffé à la particule d'or. Ensuite, le liquide va continuer à migrer jusqu'à deux bandes, la bande test et la bande contrôle. Sur la bande test, il y a initialement également mis des anticorps qui sont complémentaires à l'HCG. Donc si l'HCG est présent, il va se coller sur cette bande test. Et si l'anticorps n'est pas présent, ou dans tous les cas, puisqu'en fait il y a beaucoup plus de particules d'or que d'HCG, il va y avoir une deuxième bande qui est la bande contrôle sur laquelle il y a un anticorps qui est complémentaire de l'anti-HCG. Donc ce schéma ici représenté en noir, ce qui était initialement greffé sur une nanoparticule d'or. Et donc, s'il y a apparition de deux bandes, donc de cette bande test, c'est que la femme était bien enceinte. Et donc là, le grand avantage des particules d'or, c'est que, comme on l'a vu au tout début avec le sirop de cassis, les particules d'or, ça a un pouvoir absorbant qui était 37 000 fois plus grand que le sirop de cassis. Du coup, on va pouvoir, par exemple, par rapport au colorant rouge du sirop de cassis, on va pouvoir détecter l'HCG à des concentrations qui seraient 37 000 fois plus basses. Et donc, on peut, grâce aux nanoparticules d'or, détecter si la femme est enceinte ou pas très rapidement après conception de l'embryon. Donc ça, c'est une application de nanoparticules d'or. Donc là, je laisse la parole à Nicolas qui va vous présenter une autre synthèse de particules d'or un petit peu différente. Ah oui, je peux peut-être... Attention, je ne vais pas fermer. Je vais mettre des gants. Donc on va refaire une synthèse de particules d'or et vous allez voir que ça va être beaucoup moins beau. Mais ces particules d'or vont servir ensuite pour mon camarade Thomas. Donc on va commencer à refaire des particules d'or. Ce que je vais changer par rapport à ce qu'avait fait Manon au début, il faut que je me rappelle, je prends mon anti-sèche. C'était ça, hein. C'est cela? Non, ça y est, j'ai un doute. La solution pour... Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Alors, on va faire des particules d'or. Cette fois-ci, on ne va pas mettre de citrate. On ne va pas mettre cet agent stabilisant. En fait, dans la solution, il va y avoir des surfactants. Et ces surfactants vont permettre une stabilisation de ces particules d'or. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il fait froid. La concentration de surfactant est très élevée. Donc, le surfactant cristallise. Donc, on est obligé un peu de chauffer pour éviter que ça cristallise. Voilà. Donc on va rajouter le chlorure d'or, comme au début, exactement pareil. On va peut-être faire tourner. Voilà. Ça serait bien que ça ne parte pas. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas de l'or. C'est toujours de l'or sous forme d'ion. Donc ce n'est pas des particules. Donc je vais préparer une solution de NaBH4, le réducteur, qui se situe ici. Tu vas m'aider? Tu mets 3,7 ml d'eau, et puis moi j'en prends 60 microlitres. C'est ça. Donc au début, par rapport au début, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a un surfactant, il n'y a pas le citrate, et on va rajouter... Ouais. Tu aurais pu prendre la grosse, mais c'est pas très grave. 3,7 ml? Oui.
Voilà, on se dépêche un petit peu parce que la stabilité de ce réducteur n'est pas très bonne. Et là, je vais rajouter, hop, et voilà. Et donc, vous voyez que cette fois-ci, si vous voyez de votre place, j'ai des particules, je vous le promets, mais elles ne sont pas rouges, elles sont marron, pas très belles. Pourquoi? Parce que dans cette synthèse, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est compliqué même nous à comprendre pourquoi, les particules sont très petites. Cette fois-ci, on a des particules, on va regarder maintenant, s'il vous plaît, la présentation. On a des particules, vous voyez, l'échelle ici, c'est 10 nanomètres, donc c'est des particules qui font 2 nanomètres. Encore plus petites qu'au début. Et ce qui va se passer, si on réfléchit un petit peu, on fait un petit calcul, à 2 nanomètres, on a à peu près 250 atomes, et on en a plus de 60% qui est en surface. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'atomes qui sont en surface, et donc comme on a une résonance, et que l'interface est toujours une zone où il y a des pertes, etc., en fait, notre résonance plasmon, elle va être totalement amortie. Donc si on regarde le spectre d'absorbance, vous voyez qu'on devine la petite bosse à 450 qui était très forte pour ces particules-là. Et là, elle est complètement amortie. Et c'est ce qui donne cette couleur pas très jolie, marron. Mais maintenant, je vais laisser la parole à Thomas, qui va s'amuser à partir de ces particules pour faire des choses différentes. Merci Nicolas d'avoir fait ces particules pas belles. Ça va me permettre d'améliorer la chose. Hein, voilà. Alors, donc, on va profiter de ces petits germes d'or pour pour synthétiser des nanoparticules pas sphériques, mais qui vont être sous forme de petits bâtonnets. Alors pour ça, on est obligé de les faire en 2 étapes. Donc on commence par faire des toutes petites particules qui sont à peu près sphériques, comme Nicolas vous l'a montré sur la photo de microscopie électronique, qui sont toutes petites. Et on va préparer une autre solution. Alors c'est une autre solution avec un autre surfactant. C'est-à-dire une petite molécule qui va venir se mettre à la surface des nanoparticules. Je chauffe comme tout à l'heure pour éviter qu'il y ait des petits cristaux qui se forment parce qu'il fait trop froid. C'est à peu près bon. Je vais en refaire un petit peu. C'est les expériences qu'on fait en fait à l'école ici à l'ESPCI dans le cycle de travaux pratiques de matériaux cristallisés. Et alors c'est parfois vexant parce que des fois les étudiants sont plus impressionnés par les petits cristaux de surfactants que par la couleur des particules elles-mêmes. Mais ici ça ne va pas être le cas. Donc j'ai besoin de mon anti-sèche à moi. Donc voilà, j'ai ma solution avec mes petites molécules qui iront se mettre à la surface des bâtonnets d'or. Je vais rajouter une petite poudre de perlimpinpin qui est un petit peu d'argent. On ne va pas faire des nanoparticules d'argent, mais l'argent, ça va être un ingrédient indispensable à la formation de ces nanoparticules. Voilà. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. L'argent, il est sous forme ionique. Ce sont des petits atomes d'argent qui sont solubles dans l'eau. Et tout se passe bien. Ensuite, je vais mettre l'or. Donc, hop, 400 microlitres. Voilà. On mélange bien pour que ce soit bien homogène. C'est celui-là. Et je vais rajouter de nouveau un réducteur, qui est donc un produit chimique qui va donner des électrons aux ions d'or. Alors cette fois, il ne va pas être suffisamment fort pour passer complètement d'or 3+, à or 0. Donc l'or 3+, il lui manque 3 électrons pour être neutre. Il va juste passer de l'or 3+, à l'or+. Donc il va lui manquer
toujours un électron. Ce qui va permettre à ces ions de rester chacun solubles en solution. Ils ne vont pas avoir envie de former des particules entre eux. Alors, tac. Donc c'est pareil, c'est le réducteur, on ne l'a pas préparé à l'avance, on l'a pesé, on l'a mis dans un petit tube et on le dissout au dernier moment pour pas qu'il s'oxyde au contact de l'eau. Donc je vais le dissoudre. Alors c'est de la vitamine C, en fait, c'est ce réducteur. Tout simplement. Ça mousse un petit peu, mais c'est normal. Et je vais en prélever un petit peu. Tac, 100 microlitres. Et voilà, je vais secouer un petit peu pour que tout se mélange. Donc vous voyez que ça reste toujours incolore, parce que mes atomes d'or, ils sont toujours pas sous forme de nanoparticules, ils restent sous forme éloignés les uns des autres, sous forme soluble. Alors je ne vais pas prendre les particules de Nicolas, parce que comme il a utilisé un réducteur puissant, vous voyez que là il y a des petites bulles qui se dégagent, c'est notamment parce qu'il y a de l'hydrogène qui est dégagé par ce réducteur. Et si je rajoute directement cette solution-là dans celle-ci, le réducteur qui est encore présent dans cette solution-là va venir réagir avec l'or. Donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on prépare un petit peu à l'avance une solution avec exactement la même que celle-ci, sauf que là on l'a préparée un petit peu avant le début de la conférence. Et donc c'est la même couleur. La seule différence, c'est que le premier réducteur est complètement oxydé, donc il n'est plus présent sous forme réactive dans la solution. Alors il a écrit le surfactant un petit peu cristallisé, mais ce n'est pas très grave. Et je vais juste prendre un tout petit peu de ces germes-là. Voilà, peut-être... Hop. Et les rajouter là-dedans. Voilà, alors ça va prendre quelques temps à prendre la couleur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc le premier réducteur que j'avais ajouté ici, la vitamine C, on avait dit qu'il n'est pas suffisant pour faire passer l'or sous une forme insoluble et neutre. Il donne des électrons à l'or 3+, pour passer en or+, mais pas en or 0. En fait, c'est en ajoutant les germes qu'il va y avoir des atomes d'or qui vont venir, donc d'or plus, soluble, qui vont venir s'absorber sur la surface du germe. Et c'est le germe, c'est les électrons qui sont présents dans les petits germes d'or, qui vont venir se rajouter sur l'atome d'or absorbé et le réduire en or 0. Et donc, c'est les germes qui vont catalyser leur propre croissance et qui vont comme ça faire de la croissance de particules plus grosses. Alors ça prend un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, je vais essayer de vous expliquer comment ça marche grâce à ce petit schéma-là. Voilà, alors en fait, comment on fait pour faire pousser des particules en forme de bâtonnet? Ce n'est pas complètement évident à comprendre, parce que d'habitude, si vous prenez un cristal, n'importe lequel que vous trouvez dans la nature, il peut avoir des formes géométriques, mais ces formes géométriques, elles sont reliées à la symétrie de la répartition des atomes dans le cristal. C'est-à-dire que si les atomes dans le cristal ils sont répartis en forme, avec des formes d'hexagone, par exemple, eh ben, le cristal dans la nature, il peut avoir des facettes, et ça va être des facettes qui vont avoir la même symétrie, donc des facettes d'hexagone, par exemple. Si vous prenez un autre cristal où les atomes ils sont empilés de manière avec les mêmes symétries qu'un cube, eh bien, on va retrouver des objets qui sont plutôt sous forme de cube. Alors, ce qui est plutôt étonnant, c'est qu'ici, l'or, les atomes sont empilés les uns avec les autres
sous forme de cube, avec la symétrie d'un cube. Et pourtant, on va être capable de faire croître un objet qui va avoir une symétrie différente du cube, qui va être plutôt une symétrie d'un cylindre. Alors, comment ça se passe? Alors, pour tout vous dire, on ne sait pas trop. Ça fait quelques dizaines d'années maintenant, peut-être 20 ans, que ces synthèses de nanobâtonnets ont été découvertes et développées. Donc, on a fait beaucoup de progrès sur le contrôle de la croissance de ces objets. On sait à peu près contrôler leur longueur, leur diamètre, leur pureté. Mais on ne sait pas très bien, encore c'est toujours un petit peu mystérieux, le mécanisme exact. Alors on a plusieurs indices quand même, parce qu'à force d'essayer, on sait quels facteurs sont importants. Le premier facteur, on sait que c'est la nature des molécules qui vont venir se greffer à la surface de ces bâtonnets. Ici, c'est une molécule qui aime bien se mettre en feuillet, comme ça, qui aime bien former des petits cylindres. Donc c'est des molécules qui ont une partie qui aime bien être au contact de l'eau, on appelle ça hydrophile, et puis une partie hydrophobe qui n'aime pas être au contact de l'eau. Donc ça forme une petite bicouche comme ça. Les parties hydrophobes se collent entre elles pour surtout pas être au contact de l'eau, être plutôt entre gens hydrophobes. Et les parties hydrophiles sont vers l'extérieur, au contact de l'eau, et puis la partie hydrophile du feuillet qui est opposée va venir s'absorber sur la nanoparticule. Comme ces molécules-là, elles ont plutôt envie de prendre des formes de cylindres à cause de leur géométrie que des formes de sphères, par exemple, ou d'autres choses, sans doute que ça sert de moule, en quelque sorte, pour aider la particule d'or à prendre une forme de bâtonnet. Il y a autre chose que j'ai rajouté, c'est l'argent. Alors l'argent, c'est pareil, on ne sait pas exactement pourquoi, mais il aime bien s'absorber sur certaines facettes de la particule d'or. Et donc, notamment quand il y a des grandes facettes qui commencent à se développer, ici, les surfactants, ici, ils aiment bien s'assembler ici. L'argent, il aime bien venir se déposer à la surface de la nanoparticule d'or. Et ces deux choses-là, ensemble, vont venir empêcher les atomes d'or de ma solution de venir diffuser à l'intérieur. Ici, ça fait comme une petite barrière. Donc, ils ne viennent pas se déposer sur cette facette-là. Par contre, ils viennent se déposer sur cette facette ici. Et donc, ça va aider le bâtonnet à pousser dans cette direction-là. En fait, on va faire en... Alors, je suis inquiet parce que ça ne change pas de couleur. Mais on va faire en sorte que la vitesse de croissance de ces facettes-là soit plus lente que la vitesse de croissance de ces facettes-là. Et donc, c'est ainsi qu'on maintient une certaine asymétrie dans la forme du bâtonnet. Un bâtonnet qui a cette forme-là, il continue à pousser sous forme de bâtonnet. Et il n'a pas envie de prendre une forme sphérique qui serait la forme qu'il aurait pris naturellement s'il n'y avait pas ces molécules-là à la surface, ni l'argent. Ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est la première étape où on passe d'une particule qui, elle, est à peu près sphérique, c'est les petites particules marron, à quelque chose qui est asymétrique, qui est en forme de cylindre. Et ça, on pense que c'est plus un phénomène cinétique, c'est-à-dire que les premiers atomes d'or qui viennent se déposer à la surface de cette petite particule sphérique, forcément, elles viennent se déposer au début d'un certain côté, plutôt que d'un autre, et donc la particule, au bout d'un moment, elle passe d'une forme sphérique à une forme un petit peu tordue. Et puisqu'il y a si peu d'atomes d'or dans ce petit germe d'or, dès qu'on ajoute quelques atomes d'or à sa surface, ça va un peu changer sa forme. Et du coup, c'est cette première asymétrie en fait, qui va être l'origine de la forme de bâtonnet, qui va permettre comme ça d'obtenir une forme de bâtonnet. Bon, alors visiblement, ça a décidé de ne pas fonctionner ce soir. Je ne sais pas si c'est parce qu'il fait trop froid dans la pièce ou si c'est parce que c'est le phénomène de démonstration, mais pourtant ça n'a pas l'air de tellement cristalliser. Ça commence à devenir un peu bleu. Oui, un petit peu. Ouais. Donc à la fin, quand même, on a préparé notre coup parce qu'on se doutait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas marcher. On va obtenir quelque chose qui va être coloré comme ça. Alors les uns derrière les autres, c'est peut-être pas très malin. Comme ça, on voit un petit peu mieux. Et là, on verra encore mieux si je vous montre ce qu'ils sont. Ils sont là. Voilà. Ça, c'est la solution finale. Oups.
Alors, je sais, on ne le voit pas très bien bleu, si un petit peu quand même. On voit que c'est un petit peu bleu. Je sais pas si vous le voyez peut-être mieux à l'œil qu'à la caméra, mais ça prend une couleur bleue. Alors la question, c'est de comprendre maintenant pourquoi est-ce que ça prend une couleur bleue. Alors, je vais revenir sur la présentation. Donc déjà, une petite photo pour vous convaincre qu'on a bien fait des bâtonnets. C'est une photo aussi de microscopie électronique, où on voit que cette fois, par rapport à la synthèse précédente, on n'a pas des particules sphériques, mais on a des particules qui sont sous forme de bâtonnets. Alors, ce n'est pas des bâtonnets qui sont très très longs, ce n'est pas des bâtonnets qui sont des parfaits cylindres. On voit que les bouts ils sont un petit peu plus ronds que le milieu, mais ça a quand même une petite forme asymétrique. Et cette fois, quand je vais essayer de prendre un spectre d'absorption de mes bâtonnets pour comprendre comment est-ce qu'ils absorbent la lumière, on voit qu'il y a deux bosses au lieu d'une qui va apparaître. Ça, c'est le spectre de mes particules sphériques. Il y avait une résonance qui absorbait les longueurs d'onde du jaune et du vert, et c'est pour ça qu'on voyait plus que le rouge passer à travers. Ici, on voit qu'il y a deux résonances qui sont apparues à la place d'une, et ça, c'est lié à la forme qui n'est plus une forme sphérique, mais qui est une forme asymétrique. Et donc cette fois, mes électrons, ils vont pouvoir osciller avec deux situations possibles. Soit ils vont osciller dans le sens de la longueur du bâtonnet, et dans ce cas-là, la résonance, elle aura lieu plutôt dans le rouge, donc cette oscillation-là, elle va absorber le rouge. Ou bien alors, ils vont osciller dans le sens transverse, dans le sens de la largeur, et cette fois, ça va absorber dans le jaune-vert. Et donc, si on absorbe à la fois le rouge et le jaune-vert, il ne reste plus que le bleu qui passe à travers, et c'est pour ça que ces particules, elles ont une apparence qui est bleue. Alors, jusque-là, vous vous dites, bon, pourquoi pas, c'est une explication possible. On peut s'en convaincre en répétant ce type de synthèse et en changeant un petit peu les conditions. Alors c'est pareil, on ne comprend pas très bien pourquoi telle condition donne telle forme de bâtonnet plutôt qu'une autre, mais il y a des gens très courageux qui ont essayé plein de conditions différentes et qui se sont aperçus que pour faire des bâtonnets de cette forme-là, il y avait une recette qui marchait bien. Il y avait une autre recette qui marchait bien pour faire des bâtonnets un tout petit peu plus allongés, une autre recette qui faisait des bâtonnets encore un peu plus allongés. Et si on fait les spectres d'absorption de toutes ces possibilités, on s'aperçoit que la résonance placement des électrons qui oscillent dans le sens de la longueur, elle se décale en longueur d'onde, et donc en couleur, au fur et à mesure qu'on allonge la forme du bâtonnet. Alors, ce n'est pas tellement la taille totale du bâtonnet qui compte, ici c'est plutôt le rapport entre la longueur du bâtonnet et son diamètre. Donc plus ce rapport est important, plus le bâtonnet a une forme allongée, et plus je vais absorber des longueurs d'onde de plus en plus longues, jusqu'à même finalement absorber des longueurs d'onde qui sortent du domaine du visible, qui sont dans le domaine de l'infrarouge, que nos yeux ne voient plus. Et dans ce cas-là, on a des objets qui ressemblent à... Oui, voilà, ils sont là. Qui ressemblent à ça. Donc cette fois, ça ressemble à la synthèse de nanoparticules sphériques, parce qu'on n'a plus que ce petit pic ici de résonance transverse, où les électrons ils oscillent dans le sens du diamètre, selon le diamètre du bâtonnet. Voilà, ça ressemble à du rouge. Et donc cette oscillation-là, elle absorbe les longueurs d'onde du vert, et donc de nouveau, on voit plutôt du rouge passer à travers. Alors pour se convaincre que ces oscillations, elles sont bien liées à la direction d'oscillation, c'est-à-dire des différentes résonances, elles sont bien liées au fait que les électrons oscillent dans le sens de la longueur ou de la largeur du bâtonnet, on peut faire une petite expérience de démonstration où on va en fait préparer un film de polymère qui contient des bâtonnets d'or. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette solution-là, qui est toute bleue, et puis on la purifie pour enlever toutes les molécules organiques qui vont nous gêner. On rajoute un polymère qui est soluble dans l'eau, et puis après on étale ça sur une petite plaque, on met ça au four pour évaporer l'eau, et on obtient ce petit film plastique qui contient le polymère qu'on a rajouté dedans et les bâtonnets. Donc il a l'air bleu. Je ne sais pas si on peut le voir
ici, sans trop vous aveugler. Mais là, il a l'air bleu. Alors maintenant, ces bâtonnets dans ce film, ils sont orientés dans tous les sens. Donc il y en a qui sont orientés dans ce sens-là, d'autres dans ce sens-là, d'autres dans ce sens-là, d'autres qui pointent un peu dans l'épaisseur parce que c'est un film qui est relativement épais par rapport à la taille des bâtonnets. Et donc, si je prends un polariseur comme ça, qui va laisser passer que la lumière dont le champ électrique est orienté dans le sens de la longueur de ce film-là, en fait, ça ne change pas tellement la couleur du film. Ici, on voit du bleu. Dans ce sens-là, on voit du bleu. Si je tourne dans n'importe quelle direction, on continue à voir du bleu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à 160 degrés. Voilà, merci. Donc on prend un décapeur thermique. C'est un outil de chimiste extrêmement utile. Et on va chauffer ce petit film pour ramollir un peu le polymère et pouvoir tirer dessus. Donc, hop, voilà, on tire dessus. Vous voyez que quand on chauffe, ça s'allonge, le polymère devient assez malléable et s'allonge assez bien. Hop là. Donc vous voyez que j'ai pas mal étiré mon film. Alors, il a l'air toujours plutôt bleu, comme ça. Ah, il y a bien qu'il ait pris une petite tête un petit peu rouge. Trop chauffé, ben non. Alors voilà. Voilà, je vais plus vous convaincre comme ça. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en étirant ces chaînes de polymère, les chaînes de polymère qui étaient dans tous les sens, maintenant, comme j'ai tiré dessus, elles sont plutôt orientées dans le sens de l'étirement. D'accord ? Et ces chaînes de polymère, elles se sont adsorbées sur la surface des bâtonnets. Donc, il y avait mes petits bâtonnets qui étaient comme ça, mettons, et puis mes chaînes de polymère, elles se sont adsorbées plutôt sur la grande facette du bâtonnet. Donc, au départ, tous mes polymères et tous mes bâtonnets étaient dans tous les sens, et puis en tirant sur mes chaînes de polymère, j'ai orienté les chaînes de polymère dans le sens de l'étirement, et donc j'ai aussi orienté les bâtonnets dans le sens de l'étirement. Et maintenant, quand je vais regarder avec le polariseur, on va voir que voilà, dans ce sens-là, on a une couleur bleue, et dans l'autre sens, on a une couleur qui est plutôt rouge. D'accord ? Et donc, ça nous prouve bien que je ne racontais pas trop de bêtises. Si on prend maintenant un spectre d'absorption à l'aide de ce polariseur, on voit que si on éclaire avec une polarisation, c'est-à-dire un champ électromagnétique qui est orienté dans le sens du grand axe des bâtonnets, c'est-à-dire qu'on ne peut faire osciller les électrons que dans le grand axe et pas dans l'axe transverse, on ne voit que ce pic qui absorbe dans le rouge et qui donc laisse passer le bleu. Et à l'inverse, si j'éclaire avec un champ électromagnétique qui est orienté selon le diamètre du bâtonnet, je ne peux faire osciller les électrons que selon ce diamètre et pas selon la longueur. Et donc je ne vois apparaître que cette petite bosse qui absorbe dans le bleu-vert et qui donc laisse passer le rouge, ce qui explique le changement de couleur qu'on voit grâce au polariseur. Voilà un petit exemple de propriétés optiques des bâtonnets. Et donc je vais laisser la parole à Manon qui va conclure avec quelques exemples d'applications. Alors, ces nanoparticules, du coup, dont on a parlé jusqu'à présent, que ce soit des particules sphériques ou des nanobâtonnets, ont de nombreuses applications. En médecine notamment, à la fois pour pouvoir, en médecine et notamment dans le domaine de guérir le cancer, à la fois comme agent pour détruire les cellules cancéreuses, mais aussi comme agent d'imagerie pour pouvoir mieux les repérer. Donc, je vais essayer de vous expliquer tout ça, mais rapidement, parce qu'on est un petit peu en retard. Pour pouvoir essayer de guérir les cancers ou diminuer la taille des cancers, avec ces nanoparticules, on peut faire ce qu'on appelle de la photothermie, parce que ces particules, si on les éclaire donc à la longueur d'onde où elles absorbent un maximum, donc comme on l'a vu avec Thomas, les nanobâtonnets, il y a deux endroits où ils absorbent énormément, leur bande placement transversale et longitudinale. La bande longitudinale, vous avez vu que ça absorbait énormément, encore plus que la bande transversale. Si on les éclaire à cette longueur d'onde-là, elles absorbent énormément de lumière. Et en fait, en plus d'absorber cette lumière, elles peuvent émettre de la chaleur.
Et cette propriété-là, c'est super intéressant pour faire soit des agents théranostiques, donc des agents de thérapie et de diagnostic. En thérapie, c'est la photothermie. Donc si on les éclaire avec de la lumière, ça émet de la chaleur. Et il y a donc de nombreux groupes de recherche qui travaillent sur ça. Et pour vous montrer un peu ce que certains groupes sont capables de faire, je vais vous montrer une vidéo. Donc ça, c'est un groupe de recherche qui développe des nanobâtonnets pour qu'ils ne soient pas toxiques et pour qu'ils aillent préférentiellement se guider sur les milieux cancéreux. Donc pour faire ça, ce qu'ils proposent de faire, c'est de décorer, alors soit c'est des bâtonnets, soit c'est des particules d'or sphériques mais creuses. Ce qu'ils proposent de faire, c'est de décorer ces nanoparticules avec des molécules organiques qui vont aller préférentiellement se cibler sur les milieux cancéreux. Donc ce qu'ils font par exemple, c'est qu'ils injectent soit dans le sang, soit directement dans les tumeurs, des particules d'or. Donc là, ils injectent dans le sang des particules d'or qui vont être distribuées partout dans tout le corps grâce au cœur. Et donc, les particules d'or, ici, sur la vidéo, elles sont représentées par les petits points jaunes. Ces particules d'or, elles vont vraiment partout parce qu'elles sont toutes petites et elles vont irriguer même les milieux cancéreux qui sont très vascularisés. Donc, on peut voir des particules d'or qui circulent partout dans le sang, qui vont arriver et se concentrer dans une tumeur. Donc, par exemple, ici, c'est une tumeur qui est autour de la trachée. Et ce qu'il est possible de faire également, c'est d'envoyer une sonde optique dans la tumeur et à l'intérieur de la tumeur, éclairer à la fréquence de résonance des particules d'or pour que les particules d'or émettent de la chaleur et détruisent les cellules cancéreuses et donc fassent diminuer la taille de la tumeur. Mais donc ça, c'est encore en stade de recherche. Donc il y a un groupe qui est arrivé en stade préclinique, mais tout ça, c'est vraiment une grosse partie sur laquelle les chercheurs travaillent parce qu'il y a plein de choses qui sont difficiles. Faire en sorte que les particules d'or ne soient pas du tout toxiques, réussir à mettre des molécules cibles pour que les particules aillent jusque dans les cancers, réussir à avoir une augmentation de chaleur qui est suffisante pour diminuer et détruire totalement les cancers. Tout ça, c'est encore une phase de recherche, mais c'est des applications qui seraient potentiellement faisables un jour et donc c'est une application très intéressante des particules d'or. Donc ça, c'est pour faire... Hop, alors je remets le PowerPoint. Tac. Donc ça, c'est une application des particules d'or en photothermie pour détruire les cellules cancéreuses. Mais on peut également utiliser ces particules pour faire de l'imagerie, par exemple en imagerie photoacoustique. Donc par exemple, alors ici c'est une publication qui utilise des nanobâtonnets, donc un peu le même type de bâtonnet que Thomas vous a présenté tout à l'heure, où ces particules, on va utiliser le même principe, leur émission de chaleur, pour pouvoir faire de l'imagerie. Alors l'imagerie photoacoustique, c'est un peu comme l'échographie. Je ne sais pas si vous connaissez l'échographie, mais quand on fait une échographie, on envoie des ultrasons sur un patient et on détecte aussi des ultrasons. Là, cette fois-ci, en envoyant des pulses laser, on pourrait envoyer des pulses laser sur nos nanoparticules qui émettraient de la chaleur, puis s'arrêteraient quand on arrête le pulse. On renvoie le pulse, ça réémet de la chaleur, et du coup, par cet effet d'oscillation d'émission de chaleur et d'arrêt de chaleur, ça permet de faire dilater les tissus, et donc de recréer une onde, des ultrasons. Donc cette fois-ci, on pourrait envoyer de la lumière et récupérer des ultrasons. Donc là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un groupe de recherche qui a injecté des nanobâtonnets d'or dans une souris. Donc ça, c'est une souris. On ne voit pas bien du tout, je suis désolée, mais ici, il y a une tumeur et ils ont injecté directement des nanobâtonnets à l'intérieur de la tumeur. Et si on regarde en imagerie photoacoustique ce qu'on obtient, on a un zoom de cette partie ici, là, et donc tout là, c'est la souris. Et juste ici, c'est la tumeur, et donc on voit qu'on a énormément de signal, ce qui nous permet de mieux détecter où se trouve exactement la tumeur pour pouvoir mieux l'enlever, par exemple. Lors d'une chirurgie, on peut utiliser ce type d'imagerie pour pouvoir enlever exactement tout l'endroit où se trouve la tumeur. Donc ça, c'est un autre type d'application des nanoparticules d'or. Il en existe encore de nombreuses qu'on n'étudie pas vraiment dans notre laboratoire, mais il y a d'autres laboratoires qui travaillent juste sur ça, qui est par exemple l'utilisation des nanoparticules d'or en catalyse chimique, parce qu'en fait, les nanoparticules d'or, elles n'ont pas du tout les mêmes propriétés physico-chimiques que l'or à l'état massif, et notamment leur propriété d'oxydoréduction est complètement différente. L'or zéro sous forme de nanoparticules, c'est un réducteur qui est bien plus fort que de l'or sous forme massive qui n'est pas un bon réducteur. Et donc en utilisant ces propriétés de nanoparticules qui sont différentes, on peut faire de la nouvelle chimie et donc notamment de la chimie catalytique avec ces particules d'or. Il existe encore de nombreuses autres applications qu'on ne va pas vous détailler aujourd'hui, mais on pourra vous détailler ça lors d'une autre conf expérimentale où d'autres chercheurs pourront le faire. Voilà, on vous remercie pour votre attention et
On va répondre à vos questions.